Bonjour à tous et à toutes et merci de vous joindre à notre webinaire Normes du travail en entreprise de compétences fédérales, différent du provincial? Voici tout d'abord quelques notes d'aspect administratif. LexisNexis distribuera un enregistrement de la présentation après le deuxième webinaire qui aura lieu le 23 novembre. Aujourd'hui, si vous souhaitez soumettre une question, veuillez le faire en utilisant la section Q&A et nous tenterons d'y répondre. Finalement, veuillez noter que le webinaire d'aujourd'hui contient beaucoup de contenu. Si nous n'avons pas le temps de partager toute l'information, elle vous sera transmise lors du prochain webinaire la semaine prochaine. J'aimerais vous présenter notre panéliste, Maître Pierre Moreau, associé au sein du groupe Droit de travail et de l'emploi chez Robinson Shepard Shapiro. Sa pratique porte sur l'ensemble des aspects des relations de travail, régis tant par le droit québécois que par le droit fédéral. Avocat reconnu par l'Expert et Chambers Global, il est aussi membre du Fellow du College of Labor and Employment Lawyers depuis 2013. Maître Moreau sera accompagné de Ranishta Sona, conseillère en apprentissage et adoption de produits chez LexisNexis. Elle possède un diplôme en droit ainsi qu'une maîtrise en traduction avec une spécialisation en traduction juridique. Nous désirons également souligner l'implication de Thomas Vasquez, qui a assisté Maître Moreau dans la préparation de cette présentation. Il s'est joint au cabinet comme étudiant après avoir terminé sa troisième année d'études en droit à l'Université de Montréal. Pendant sa dernière année d'études, Thomas a effectué un stage auprès des honorables Enrico Forlini et Éric Dufour, juge de la Cour du Québec. Durant cette même période, il a travaillé comme assistant de recherche au laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal. Nous vous souhaitons un bon webinaire. Alors, bonjour à toutes et tous. Merci d'être ici pour cette présentation sur l'heure du lunch. Je profite de l'occasion pour remercier Léonie Tardif-Archambault, éditrice chez LexisNexis, avec qui j'ai été en lien en raison de la mise à jour du fascicule dont je m'occupe, fascicule 29, le recueil de droit du travail de jury classeur. Donc, c'est dans nos discussions qu'est venue l'idée de faire une présentation sur des aspects du droit fédéral qui ont une interface avec le droit provincial du travail. Et nous aurons la présentation de 3 capsules aujourd'hui. Nous allons commencer avec les questions de compétences constitutionnelles, législatives. Ensuite, nous aborderons la question de la différence entre le concept de cadre supérieur au provincial et la notion de directeur au fédéral. Ensuite, nous aborderons les questions de statut de salarié, entrepreneur dépendant et entrepreneur indépendant selon la législation provinciale ou fédérale. Donc, commençons d'abord avec la qualification constitutionnelle. Évidemment, comme toile de fond, vous savez sûrement que la majorité des activités du travail sont couvertes par la législation provinciale. D'une part, le Code civil s'applique à tous les salariés qu'ils travaillent sous l'égide d'une compagnie de compétences fédérale ou une compagnie de compétences provinciale. Par contre, les dispositions des normes vont être particulières au fédéral dans la partie 3 du Code canadien du travail ou au provincial dans la loi sur les normes du travail, selon évidemment la qualification de l'entreprise. Donc, c'est la première question qui se pose. Puis évidemment, il y a des aspects qui sont faciles, il y a des aspects qui ne sont pas si évidents. Et j'ai voulu passer un certain temps là-dessus pour vous voir les questions que je me pose, les questions qui sont dans ma pratique contemporaine. D'abord, évidemment, allons au plus simple. Les cas clairs, les cas qui relèvent soit clairement de 91 ou de 92. Quand je dis 91-92, évidemment, je parle de la loi constitutionnelle de 1867 qui fait partie, évidemment, de la Constitution du Canada. Donc, à sa plus simple expression, parlons de les banques, donc la Banque Royale, CIBC, la Laurentienne, la Banque nationale. J'apporte par contre la nuance suivante. Les filiales
de ces entreprises bancaires qui s'occupent de gestion de patrimoine ou de conseil ne sont pas considérées comme des entreprises fédérales. Et par exemple, si vous avez un dossier qui implique Dominion Securities ou Wood Gundy ou la financière, ces entreprises seront assujetties à la compétence de la loi sur les normes du travail. Donc, si une personne est remerciée et veut contester, ce sera sous l'article 124 que la plainte sera logée et non pas sous l'article 240 du Code canadien. Donc, c'est un cas clair parce que ça relève clairement de l'article 91-15 de la loi constitutionnelle de 1867, mais là encore, c'est pas si évident. Transport maritime, ça relève de 91-10. Les postes aussi, c'est très clair. Les chemins de fer, c'est très clair, mais les chemins de fer, c'est sous l'égide de 92-10A. Mais là encore, les chemins de fer, il faut apporter la nuance suivante. On pense à CN, CP, VIA. Clairement, ce sont des entreprises de compétence fédérale, donc assujetties au Code canadien. Mais si l'entreprise ferroviaire opère à l'intérieur des frontières d'une province, elle sera assujettie à la législation locale et non pas la législation fédérale. Donc, voilà en quelque sorte pour les cas de compétences directes, mais cela nous amène à la question de compétences indirectes. Et par cela, je fais référence au fait qui n'existait pas en 1867. On pense en particulier à aéronautique et télécommunications. Donc, aéronautique, je vous fais grâce, on n'a pas assez de temps pour parler de comment que ça a été déterminé que c'est de compétence fédérale. Ça dépend beaucoup de l'article 132 de la loi constitutionnelle de 1867, le droit de faire des traités, assez curieusement. Et c'est allé au conseil privé, c'est revenu et ça a été réglé par la Cour suprême du Canada. Finalement, ce qui, je vous suggère, partir d'une évidence que c'est de compétence fédérale, a été confirmé par les plus hautes instances. L'affaire des télécommunications, évidemment, les télécommunications, c'est partout. Comme ça, c'est clair que ça relève de la compétence fédérale. Il y a, par analogie, une référence qui est faite à la notion de télégraphe à 92-10-2. Donc, compétence directe, compétence indirecte. Et si on continue, je vais juste passer un instant ici. Il faut tout le temps regarder les faits. Donc, je vous soulignais, pour le transport interprovincial, au fait, je parlais des chemins de fer, si l'activité ferroviaire est au sein d'une province, c'est provincial. Mais là aussi, il faut regarder pour le transport interprovincial, quelle est la qualification appropriée. Donc, si le transport est local, ça va être la législation provinciale qui va s'appliquer. Mais si l'entreprise fait du transport au-delà des frontières du Québec, là se pose la question, et la qualification, vous l'avez ici à l'écran, à la deuxième ligne, c'est il faut regarder le caractère régulier et continu des activités interprovinciales. Vous pourriez penser que l'activité extra-provinciale doit englober la majorité des activités de l'entreprise. Ce n'est pas le cas. Au fait, en l'an 2000, il y a une décision de la Cour d'appel du Québec qui s'appelle Léo Beauregard, où on avait examiné cette question de transport au-delà des frontières du Québec. Et la Cour d'appel du Québec avait déterminé que dans la mesure où on rencontre les critères de régularité et de constance, donc régulier et continu, même si ce n'est que 2 et c'est marqué clairement dans la décision de l'an 2000, cela peut quand même mener à une conclusion de qualification de l'entreprise comme étant fédérale. Et c'est assez remarquable. Il y a des décisions québécoises, je pense, l'année passée, en 2021, l'affaire Transco en Cour d'appel du Québec, la juge Lavallée, qui a repris ce qui a été dit en 2000, qui a aussi commenté une décision de la Cour d'appel de la Saskatchewan
où on prenait une approche statistique où est-ce que la Cour d'appel de la Saskatchewan disait quand on rentre dans les 1,5 bien à ce moment-là, ça va être provincial. La Cour d'appel du Québec dit c'est pas vraiment ça la bonne façon d'aborder le problème, c'est de regarder les faits et de regarder la régularité et la constance de l'activité au-delà des frontières du Québec. Je pense aussi à l'importance de regarder les faits dans la détermination des activités pour les personnes autochtones. Or, si on prend le 91 à 24 dans 91, clairement tombe sous la compétence fédérale les activités des Indiens et des terres des Indiens. C'est la terminologie qui est utilisée dans la disposition. Mais la Cour suprême a déterminé en 2010, dans une affaire qui s'appelle Child and Family Services, que si l'activité en cause, c'était des services sociaux, si l'activité en cause en est une qui est offerte à l'ensemble de la population canadienne, il n'y a pas de raison de dire que ça tombe sous le coup de 91-24. Ce n'est rien de particulier à la question du caractère indien ou autochtone des activités. Donc, d'où l'importance c'est bien beau de dire, bon, compétence directe, on va regarder que du 91 ou 92, mais c'est les faits, ultimement, qui viennent emporter la qualification. Donc, compétence directe, compétence indirecte, importance de regarder les faits. Thomas, si on continue. Il y a la question de compétences dérivées aussi, sur laquelle il faut s'attarder. Et que signifie la compétence dérivée? Donc, compétence dérivée, c'est une situation où est-ce qu'une entreprise est par ailleurs provinciale, mais à ce point intégrée dans une activité autrement fédérale que ça emporte la qualification et ça fait basculer la compétence provinciale à la compétence fédérale. Deux exemples. 1979, Construction Montcalm, puis quand je dis 79, ça c'est à la Cour suprême, Construction Montcalm contre Commission du salaire minimum. C'était une situation où une entreprise de construction Montcalm, avait travaillé un contrat pour le gouvernement fédéral sur les terres du gouvernement fédéral à Mirabel pour la construction de les pistes d'atterrissage. La construction Montcalm se fait poursuivre par la Commission du salaire minimum, prédécesseur de la CSST et de la CNESST, et prétend qu'elle est une entreprise fédérale en raison de ses activités pour le gouvernement du Canada à Mirabel. Or, pour couper court, et c'est le juge Betts qui rend les motifs principaux. Assez curieusement, le juge Laskin, spécialiste en droit constitutionnel, a rendu les motifs dissidents dans cette affaire-là. Donc, je le note là, en raison de l'importance de la personne du juge Laskin. Mais à sa plus simple expression, le problème est que Construction Montcalm, un jour, travaillait sur la construction, la mise en place de les pistes d'atterrissage, puis l'autre jour ou la semaine suivante, faisait des projets de construction domiciliaire. Donc, on ne pouvait pas dire qu'il y avait cette intégration et ce caractère fédéral à ces activités. C'était par ailleurs des activités manufacturières qui n'avaient pas cette imbrication. Ça ne faisait pas partie du tissu de l'activité par ailleurs fédérale de l'aérodrome de Mirabel. En contraste avec cela, il y a les deux arrêts de 79 et 83 à la Cour suprême impliquant Northern Telecom. Northern Telecom, qui est devenu Nortel, était une entreprise chargée de la confection, la manufacture des téléphones, les appareils qui servaient les activités de Bell Canada. Or, Bell Télécommunications, clairement fédérale, là, la question s'était posée, puis c'est allé deux fois à la Cour suprême parce que la première fois, les faits n'étaient pas assez concluants, mais la deuxième fois, ça l'était. Puis l'activité de Northern Telecom était à ce point intégrée à sa société mère de Bell Canada que cela emportait exceptionnellement la qualification qu'il fallait donner à Northern Telecom.
Ce problème survient toutes les décennies. C'est revenu à la Cour suprême avec un affaire Tessier. Puis finalement, c'est cette question, c'est pas une question de, encore, comme pour le transport extra-provincial, c'est pas une question de quel est le pourcentage, c'est la question de comment qualifier la relation pour le transport, est-ce que c'est continu et régulier? Et pour cette question de compétences dérivées, c'est l'intégration qualitative et pas juste quantitative qui est importante. Je tourne maintenant vers une question qui mérite notre attention, c'est la notion d'entrave. Et c'est quoi l'entrave? L'entrave, c'est quand une loi provinciale vient causer des problèmes à l'application d'une loi fédérale et d'une entreprise par ailleurs fédérale. Quel est le point de départ de la discussion de ce problème? En 1988, il y a 3 arrêts rendus par la Cour suprême. Le principal est Bell Canada et Laniel et la Commission de santé et sécurité. Madame Laniel travaillait pour Bell, avait des problèmes de santé rattachés à sa grossesse et avait demandé un retrait préventif. Là, il y a toute l'application des dispositions provinciales de, pas juste protection, mais d'indemnisation. Donc, il y a l'indemnité de remplacement de salaire, en plus de les dispositions de protection de l'individu. Et cela faisait en sorte qu'il y avait une réclamation. Madame était syndiquée, mais les dispositions de la Convention ne couvraient pas ce problème. Donc, Mme Laniel et son syndicat qui l'appuyait cherchaient l'application de la législation de santé et sécurité provinciale à une entreprise qui, clairement, Bell, est de compétence fédérale. Cela s'est rendu, évidemment, à la Cour suprême et le juge Betts, qui rend une décision qui est vraiment un bijou, mais qui ne fait plus autorité pour des raisons que je vous expliquerai, détermine que dans la mesure où la législature du Québec touche une activité qui autrement doit être qualifiée comme étant fédérale, et qu'est-ce qu'il y avait ici? Il y avait d'une part les conditions de travail de Mme Laniel, il y avait les relations de travail qui étaient le cadre plus vaste dans lequel le travail de Mme Laniel s'intégrait. Puis, il y avait aussi les questions de liberté d'action de l'employeur, de la gestion de l'entreprise. Donc, c'est ici là, où vous allez retenir qu'il y a eu un changement par la suite. Le juge Betts a déterminé que si l'activité provinciale touche une activité par ailleurs légitime fédérale, cela doit être considéré comme un empiètement illégal. À ce moment-là, on ne peut pas imposer à Bell l'application des dispositions de la législation de santé et sécurité provinciale parce qu'elle a sa propre sphère d'autonomie. Ce critère a été révisé en 2007 dans une affaire encore en Cour suprême, Banque canadienne de l'Ouest, alors qu'on a déterminé que ce n'était pas suffisant simplement que la législation provinciale touche une activité par ailleurs fédérale, il fallait qu'il y ait une entrave. Puis, qu'est-ce que ça veut dire entrave? Mais là, tout ça, c'est pour ça que je voulais m'entretenir avec vous de ça. Tout ça est sujet à discussion. La Cour suprême qualifie d'entrave comme étant des conséquences fâcheuses. Donc, là, ça nous pose la question de revisiter ou revoir, je m'excuserai de l'anglicisme, revoir ce que dit la Cour suprême. Est-ce que cette question d'indemnité de remplacement de revenus créait des conséquences fâcheuses pour Bell? Peut-être que oui, peut-être que non. Chose certaine, c'est qu'en 2015, la question encore était dans les situations factuelles qui étaient relativement similaires. Le tableau législatif avait changé, le fédéral avait mis en place des dispositions pour régler la situation de la personne enceinte. Et dans une affaire du CN, l'argument avait été fait de nouveau, c'est l'affaire Étier en 2015.
en Cour d'appel du Québec. Et il semble qu'il y ait vraiment discussion de qu'est-ce que ça veut dire conséquences fâcheuses. La Cour d'appel a rejeté la demande du syndicat pour c'est une salariée. Et ça nous laisse avec la question de entrave, conséquences fâcheuses. Et c'est très d'actualité, je vous suggère, en raison de la loi 62 et le désir de la législature du Québec d'imposer à des entreprises, je pense à des entreprises de transport qui vont au-delà des frontières, imposer toutes sortes d'exigences quant au français pour la rédaction de contrats, pour l'utilisation de logiciels. Donc, est-ce que cela constitue une entrave? Puis là, évidemment, la clé, c'est quelle va être l'appréciation par les tribunaux de les faits pour en venir à une conclusion ou non de conséquences fâcheuses. Donc, c'est le temps que j'ai sur ce sujet de compétences législatives. Donc, compétences directes, indirectes, regarder les faits, compétences dérivées et la notion d'entrave. Passons maintenant à la prochaine capsule. Vous avez peut-être vu à l'écran qu'on a mis, parce que vous allez avoir accès finalement à cette diapo ou ces diapos, le PowerPoint. On a mis ici les références aux différents fascicules du jury classeur où vous pouvez approfondir votre connaissance sur les points qui sont discutés quant à les aspects constitutionnels en jeu ici. Et Thomas, justement, à la page antérieure, j'ai fait aussi ici une espèce de table de la jurisprudence parce qu'il n'y a rien de plus fâcheux que de repartir et dire « Moreau a mentionné rapidement une cause ». Puis, c'est quoi cette affaire-là? Bien, vous pourrez trouver la référence dans le PowerPoint. Thomas, si on continue, parlons maintenant pour la deuxième capsule de la notion de cadre supérieur au provincial et la notion de directeur au fédéral. Donc, la notion de cadre supérieur amène ça figure à l'article 3, sixièmement de la Loi sur les normes du travail du Québec et amène une exclusion pour ces personnes qui tombent dans cette rubrique à profiter de la majorité des dispositions de la Loi sur les normes. Il y a toujours des dispositions, les congés à 79.1 et suivants, les dispositions sur l'harcèlement, la protection contre le harcèlement sont disponibles pour toute personne, quel que soit son statut. Mais la majorité des dispositions des normes ne s'appliquent pas pour le cadre supérieur. Donc, il va de soi que c'est une législation sociale qui, évidemment, doit s'appliquer au plus grand nombre de personnes possible. La notion de cadre supérieur, qui est une exception, va recevoir une interprétation restreinte, restrictive. Mais qu'est-ce que ça veut dire un cadre supérieur? Prends la diapo antérieure ici. Les deux points les plus importants sont les points que vous avez en bas de diapo ici. Donc, et vous me permettrez de simplement passer un instant ici, la participation réelle et active à l'élaboration des politiques de gestion, planification stratégique de l'entreprise. Ça, tout de suite, on voit que ça veut dire que c'est des gens qui font partie du comité de direction ou ce qui s'apparente au comité de direction. En anglais, on va utiliser l'expression « the controlling mind of the enterprise ». Donc, ces personnes qui vraiment façonnent les orientations stratégiques de l'entreprise. Il faut aussi, s'ajoute à cela, l'exercice autonome d'un pouvoir décisionnel significatif comportant une marge de discrétion. On tiendra compte de ces critères par opposition à l'exclusion dans le Code du travail du Québec, donc Code du travail et rapport collectif de travail, à l'article 1, la définition de salarié qui exclut toute personne qui a un statut de contremaître en montant, là, si vous me permettez, contremaître, surintendant, etc. Donc,
pour l'application des rapports collectifs de travail, l'exclusion est plus vaste que celle qui se retrouve ici à la loi sur les normes du travail. Chose importante à noter, l'article 3, sixièmement, ne définit pas ce qu'est un cadre supérieur. C'est plutôt la jurisprudence et en particulier un arrêt, s'il y a un arrêt à retenir de la jurisprudence, c'est l'affaire Beaulieu de la Cour d'appel du Québec en 2001, où on a donné les différentes caractéristiques qui sont énoncées ici à l'écran. Donc, les caractéristiques les plus importantes sont celles qu'on venait justement de discuter ici à la diapo antérieure. Donc, là encore, c'est du cas par cas, interprétation restrictive, mais à sa plus simple expression, le cadre supérieur est quelqu'un qui est au haut de la pyramide ou pas loin. On a vu là, que ça peut s'appliquer à certaines personnes, mais il y a très peu finalement de dispositions qui vont s'appliquer. Les congés sociaux, les harcèlements psychologiques, absence de préjudice pour quand il y a eu un acte criminel. OK, donc on met ça de côté. Là, on regarde le contraste avec la compétence fédérale. Donc, la compétence fédérale, puis je vais demander de juste porter une attention ici, c'est la notion de direction. Or, à ce moment-là, il faut regarder les articles 3 et 167. Et la notion, et à l'article 3, on définit employé. Si vous regardez la définition qui est à l'écran ici, la personne qui travaille pour un employeur, assimilée entrepreneur dépendant, on parlera de ça dans la prochaine capsule, mais sont exclus, il y a deux exclusions, le directeur et ensuite la personne de confiance qui a accès à des renseignements confidentiels. Je ne parlerai pas de cette deuxième exception. Nous, pour l'instant, on est surtout intéressés le contraste entre cadre supérieur de 3.6 de la loi sur les normes, la LNT, et la notion de directeur ici dans le Code canadien. Maintenant, ce qu'on voit ici à l'écran, 166, figure à l'article 3. Mais l'article 3 est une disposition qui est dans la partie 1 du Code canadien. Je reviendrai sur ce fait. La partie 1 traite des dispositions d'accès à la syndicalisation et de tout ce qui s'ensuit pour les rapports collectifs de travail. La partie 3 et l'article 3 ne figurent pas dans la partie 3, traite de les normes du travail. Donc, le pendant fédéral de la LNT provinciale, c'est la partie 3. La partie 2, c'est santé et sécurité. La partie 1, c'est en anglais, ça s'appelle relations industrielles, relations de travail en français, donc rapport collectif de travail. 167 ne nous aide pas plus à définir la notion de directeur. Et finalement, il faut regarder la jurisprudence. Et c'est là où il y a une distinction, je pense, appréciable entre ce qui existe au provincial. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, pour 3.6 à la LNT, c'est vraiment les gens qui sont, pour couper court, au comité de direction ou pas loin, qui rentrent dans cette rubrique de cadre supérieur. Or, ce n'est pas du tout la même chose au fédéral. Regardez, il y a certains des items, des qualificatifs qui se recoupent par rapport à 3.6, mais il y a une distinction importante qui est ici énoncée en caractère gras au milieu de l'énumération des différentes caractéristiques. La position de gestionnaire peut être à la limite supérieure ou inférieure de la chaîne de gestion. Ce qui importe, c'est justement gestion. C'est d'avoir un pouvoir autonome de gestion, qu'on soit au haut de la pyramide. Puis quand je parle de pyramide, il va de soi que dans une direction, il y a tout le temps moins de dirigeants que d'exécutants. Mais pour la détermination de si on rentre dans l'exception de directeur au fédéral,
ce n'est pas vraiment ça la bonne façon d'aborder le problème. Si on regarde ça sur un continuum à la verticale, qu'on soit en haut ou en bas, dans la mesure où on a cette autonomie de gestion, pas d'autonomie d'opération, mais autonomie de gestion. À ce moment-là, il y a un argument, puis là, je parle de la position des employeurs pour dire que le recours est mal fondé parce que la personne est un directeur. Bien, il y a un argument qui est possible, qui ne serait pas par ailleurs possible au provincial. Vous avez un ensemble de qualificatifs, mais vous voyez que l'élément principal est cette question d'autonomie de gestion. Donc, vous verrez aussi, lorsque vous aurez le PowerPoint, que la décision de principe est celle qui fut rendue par la présidente du Conseil canadien, Mme Brazeau. C'est la décision qui s'appelle Saunders. Et c'est dans les décisions qui sont citées ici. Il y a la décision Isaac, qui est une décision arbitrale qui est 2004, qui est souvent citée. Donc, la jurisprudence est constante, puis ici, vous avez les références dans les différents fascicules du jury classeur. Passons maintenant à la troisième capsule et la discussion sur les notions de salarié, entrepreneur dépendant et entrepreneur indépendant. Pour vraiment avoir une perspective appropriée, rappelez-vous, je vous ai dit d'entrée de jeu que le Code civil va s'appliquer à tout le monde, que l'individu travaille pour Air Canada ou qu'il travaille pour les gâteaux Vachon. Ou Bombardier, par exemple. Bombardier tombe sur la compétence provinciale parce que c'est la manufacture d'aéronefs et ce n'est pas l'opération d'aéronefs. Pratt & Whitney, confection de moteurs pour des aéronefs, c'est provincial. Et un salarié qui veut exercer un droit peut toujours se référer au Code du travail. Puis là, il faut être conscient des rubriques qui se retrouvent dans le Code du travail. Il y a deux rubriques qui sont importantes pour nous aux fins, 2085 à 2097 et ensuite 2098 et suivants. 2085 traite du contrat de travail et 2098 traite du contrat d'entreprise ou contrat de service. Qu'est-ce qui est important de retenir de 2085 et 2098? Il y a trois éléments conjugués. Dans le contrat de travail, il y a la prestation, il y a la rémunération et il y a l'élément le plus important, la subordination, le lien de subordination, aussi appelé contrôle. Contrôle, c'est plus en anglais qu'on utilise cette expression. Et c'est ce troisième élément qui est le plus important, qui est l'élément déterminant pour savoir si on est dans une relation de contrat de travail qui n'existe pas dans le contrat d'entreprise ou le contrat de service. Si on regarde ici à l'écran, vous voyez à 2098, l'entrepreneur ou le prestataire de service n'a pas de lien de subordination quant à l'exécution de sa prestation de travail. C'est vraiment ça qui fait la différence entre l'un et l'autre. Maintenant, il y a toute une jurisprudence qui s'est développée devant les tribunaux civils dans la détermination de si une personne est un salarié versus entrepreneur indépendant. La notion d'entrepreneur dépendant, formellement, n'existe pas dans la jurisprudence des tribunaux civils. Je dis formellement parce qu'il y a eu quelques décisions. Je pense en particulier une affaire de Mme Lamontagne et la Sun Life, où le juge Stephen Hamilton, alors qu'il était à la Cour supérieure, a déterminé qu'une personne n'était pas une salariée, mais a quand même attribué un délai congé. Ça a été maintenu en appel. Il y a aussi une autre affaire, H&R Transport, où le juge Tom Davis, aussi de la Cour supérieure, a déterminé qu'on pouvait, que c'était un owner-operator en camionnage. Et le juge Davis s'est beaucoup interrogé de savoir est-ce que c'était un salarié parce qu'il y avait beaucoup d'indices qui s'apparentaient. Il a déterminé que ce n'était pas un salarié. Il a dit que c'était sui generis. Il y a beaucoup jonglé avec le concept.
finalement, il n'a pas attribué de délai congé, mais il aurait été prêt à en attribuer un si le salarié avait mitigé le dommage. Et c'est une affaire aussi qui a été largement maintenue en appel. Il y a eu un petit changement au niveau du quantum qui a été modifié en appel. Donc, on voit que la notion d'entrepreneur dépendant se pointe en quelque sorte. Au fait, moi, ce que je vois, c'est que les tribunaux civils abordent des questions de travail beaucoup sous l'angle de la bonne foi dans la relation. Et c'est aussi vrai en matière contractuelle. Je prends à témoin l'affaire en cour d'appel de Druide Informatique et Québec-Amérique, où la cour d'appel a dit que une rupture intempestive d'un contrat commercial, d'une entente commerciale entre deux parties, peut mener à des dommages qui s'apparentent à un délai congé. C'est le juge Rancourt qui a rendu les motifs, Justin Rancourt, et qui dit que ça peut aller jusqu'à 12 mois d'indemnité. Donc, cette notion d'indemnité en raison d'une rupture contractuelle, d'une résiliation au contrat, fait son chemin en matière contractuelle, en droit civil. Évidemment, il y a toute une discussion dans les dispositions statutaires qui nous intéressent. Donc, si on regarde dans la loi sur les normes, cette fois-ci, il faut regarder un dixièmement de la LNT, la notion de salarié. Et si vous lisez attentivement, la première ligne, c'est une reprise de 2085 en quelque sorte, mais on voit qu'il y a tout un développement avec la deuxième ligne et les trois petits i que vous avez, qui, là je vais couper court, qui intègrent la notion de dépendance économique. Donc, on jongle souvent, c'est quelque chose qui a fait l'objet de beaucoup de jurisprudence, particulièrement au tribunal du travail, subordination juridique versus subordination économique. Et lorsqu'on parle d'un entrepreneur dépendant, on parle d'une situation où est-ce qu'il y a une atténuation de la subordination juridique, mais qu'il y a une présence réelle de subordination économique. C'est quelque chose qui est discuté, c'est la situation entre ces deux pôles de salariés versus entrepreneurs indépendants, puis la position mitoyenne d'entrepreneurs dépendants. Depuis 1929, à la Cour suprême, l'affaire de Québec Asbestos contre Couture, on a discuté de les deux oppositions. En 1965, le juge Gould, dans l'affaire qui s'appelle Food Drivers, où c'était les distributeurs de produits laitiers et c'est une affaire de relations de travail. Le juge Gould discute puis la façon qu'il l'a tourné et ça a été repris, il l'avait repris de décision anglaise. Ne sera pas un salarié la personne qui travaille pour elle-même. He who works for himself. À sa plus simple expression, et si vous retenez quelque chose de cette capsule, c'est ça la question, que quand vous regardez les faits dans un dossier, c'est est-ce que cette personne travaille pour elle-même? Puis, de façon plus sophistiquée, si l'on veut, on va jongler avec les notions de subordination juridique. 2085 est vraiment une belle cristallisation de ça. Subordination économique, 1.10, l'énonce relativement bien. Mais ultimement, je vous dis que quand on regarde la jurisprudence des instances spécialisées, c'est pour en venir à une conclusion que l'individu est un salarié par le biais de cette dépendance économique à 1.10. Une très bonne décision, la Cour supérieure, il y a 5 ans, en 2017, William Commandité, le juge Granozic, très, très connaisseur, qui reprend tous les critères. Et ça va être dans la diapo avec la jurisprudence à la fin de cette capsule. Je passe maintenant à la notion d'employé au fédéral. Et encore ici, le problème, c'est qu'au fédéral, il y a la notion d'employé, mais qui est complétée avec une définition d'entrepreneur dépendant
toujours à l'article 3, mais le problème, c'est que l'article 3 se retrouve dans la partie 1 qui traite des rapports collectifs de travail. Et en principe, ça ne s'applique pas à la partie 3 qui traite de les normes, donc l'article 240. Donc, en principe, ça ne devrait pas s'appliquer. Mais, puis, je suis l'auteur du fascicule 29 dans la résiliation du contrat de travail dans la compétence fédérale, puis je l'ai dit dans le fascicule 29 que la jurisprudence est mitigée, pas claire. Il y a des décideurs qui appliquent sans discussion l'article 3 dans les situations de 240. Il y a des gens qui sont plus subtils et qui viennent simplement à une conclusion que l'individu est un salarié, même si c'est une situation de owner-operator, une personne dont il y a une dépendance économique, mais où la dépendance juridique est ténue. Donc, c'est une question dont vous devez être conscient. Maintenant encore, c'est dans les faits et vos qualités de persuasion du décideur, selon la position que vous défendez, que l'individu doit être considéré comme un salarié, pas ultimement juste comme un entrepreneur dépendant, mais un salarié ou un employé, pour utiliser l'expression fédérale. Je vais terminer ici. Sagaz, pour Suprême du Canada 2001, si vous regardez en caractère gras, la question qui est centrale et celle qui est énoncée ici, c'est est-ce que la personne travaille à son compte ou non? Donc, c'est le temps qui est à ma disposition. Vous avez ici une suite d'énumération de critères à regarder. Puis on va terminer. Vous allez voir la jurisprudence pertinente est là et les références aux différents fascicules du jury classeur sont aussi énumérées ici. Alors, ceci complète ma présentation. Merci de votre écoute. Donc, tel que mentionné, notre collègue Ranishta va faire un lien avec la présentation de M. Moreau, donc à la suite de ce qu'il a présenté. Donc, Ranishta, la plateforme est à toi, en fait. Merci Isabelle et merci Maître Moreau pour cette très belle présentation. Je vais maintenant vous demander le partage de l'écran pour passer à ma propre présentation qui va en fait porter sur les jurys classeurs Québec. Donc allons-y avec la présentation sur cet outil-ci qui a été mentionné par Maître Moreau et auquel il a contribué en fait dans son travail. Donc, est-ce que l'un d'entre vous pourrait d'ailleurs me confirmer que vous voyez bien mon écran sur la présentation? Oui, c'est parfait, merci. Parfait, merci Isabelle. Donc, allons-y avec notre présentation. Donc, les jurys classeurs Québec, certains d'entre vous les connaissent peut-être déjà. Ce sont des encyclopédies juridiques. Donc, je vais vous les présenter aujourd'hui afin de vous montrer leur utilité, mais aussi pour pouvoir illustrer en fait la présentation de Maître Moreau, le webinaire d'aujourd'hui et aussi le webinaire de la semaine prochaine, puisqu'en fait, le sujet d'aujourd'hui, en fait, je vous parle bien des jurys classeurs, mais plus précisément des 2 volumes en droit du travail, plus particulièrement du volume en rapport individuel et collectif du travail, où vous allez pouvoir retrouver donc du contenu dans le fascicule 29 de Maître Moreau, ainsi que d'autres fascicules, comme par exemple le fascicule 24, qui vont venir en fait illustrer et même complémenter la présentation d'aujourd'hui et celle de la semaine prochaine. Donc, sans plus tarder, passons à une
petite introduction des jurys classeurs. Donc, les jurys classeurs Québec s'inspirent des jurys classeurs France. Donc, c'est une collection d'ouvrages qui comporte 26 volumes en tout portant sur différentes branches du droit qui ont été créés en fait afin d'offrir aux juristes québécois des ouvrages fondamentaux à la fois en droit canadien et en droit québécois. Donc, ils ont été rédigés ainsi par des experts en la matière, tels que Maître Moreau ici présent, pour vous fournir en fait des informations, des synthèses, des vues d'ensemble, des règles du droit applicables pour les domaines concernés, avec, bien entendu, accompagné de ces synthèses, des analyses donc de ces règles-ci supportées par la jurisprudence et la doctrine. Donc, ce sont ainsi des ressources incontournables, mais aussi des ressources pratiques. Pratique, pourquoi? Parce que avec les synthèses qui sont fournies, vous avez un découpage de l'information qui est fait, donc par exemple avec les tables des matières qui sont ordonnées de manière logique. On va le voir dans quelques minutes avec le jury classeur rapport individuel et collectif du travail. Donc, il y a un découpage logique de l'information qui est fait. Les titres des chapitres, des fascicules plutôt, des sous-parties sont descriptifs de manière à vous indiquer à vous indiquer facilement où se trouve le contenu que vous cherchez. Vous avez aussi des parties points clés, donc des sections points clés au début de chaque fascicule qui vous résument le contenu du fascicule et des index analytiques aussi qui vous permettent d'accéder facilement, de retrouver facilement les sujets juridiques traités dans les différentes parties donc, du fascicule consulté. Donc, sans plus tarder, je vais maintenant vous amener donc dans les jurys classeurs. Donc, pour celles et ceux qui les ont déjà consultés en version papier, je vous prie de m'excuser, mais je vais plutôt vous la montrer sous forme en ligne aujourd'hui sur notre plateforme de Lexis Advanced Cohort, puisque comme on le sait, si vous avez déjà consulté, les jurys classeurs sont de très gros cartables. Donc, vous pouvez accéder aux jurys classeurs si vous avez accès à la plateforme de Lexis Advanced Cohort dans la fenêtre Explorer le contenu. Donc, je vais aller chercher notre collection et on va aller voir ici donc les volumes du jury classeur en droit du travail, plus particulièrement celui en rapport individuel et collectif du travail. Oups. D'accord. Donc, le volume rapport individuel et collectif de travail va traiter donc de la relation de travail aux différentes étapes. Donc, ça va vous fournir une analyse des règles applicables aux différentes étapes de la relation d'emploi entre les entreprises qui sont régies par les lois québécoises, mais aussi dans les entreprises de juridiction fédérale. Donc là, vous pouvez déjà voir que vous avez plusieurs fascicules donc, qui couvrent différents sujets dans la table des matières. Donc, les premiers fascicules que vous allez voir ici, donc de 1 à 4, vont traiter de l'organisation du droit du travail applicable au Québec, sans oublier, bien entendu, avec le premier fascicule ici, un traitement, une discussion sur les aspects constitutionnels du travail salarié. On a ensuite des fascicules qui vont traiter de l'étape précontractuelle et qui vont être suivis donc de différents fascicules qui vont traiter de l'établissement de la relation d'emploi entre un employé et un employeur et bien entendu qui va prendre en considération les rapports collectifs qui se juxtaposent à cette relation-ci. On a ensuite des fascicules qui vont venir traiter des droits et des obligations des salariés et des employeurs pour terminer avec la rupture du lien d'emploi, sujet qui va être abordé au webinaire de la semaine prochaine.
Donc, vous avez bien entendu un autre volume du jury classeur en droit du travail qui concerne la santé et la sécurité du travail. Donc, ce volume-ci, il va traiter de différentes notions et en commençant par exemple par la prévention et la réparation des lésions professionnelles, puis en passant par l'employabilité et la prévention des incapacités au travail, pour finalement finir par le droit régissant la prévention, l'indemnisation et la réadaptation au regard des problèmes de santé mentale. Donc, si je reviens à mon volume du jury classeur en droit du travail, je vais maintenant vous amener à aux deux fascicules que je vous ai mentionnés. Donc, le fascicule 24 qui porte sur le droit et les obligations du salarié et de l'employeur dans les entreprises de compétences législatives fédérales. Donc, déjà, vous pouvez voir ici, comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, notre partie point clé, l'index analytique, l'introduction et le découpage qui est fait dans la table des matières des différents sujets que vous pouvez voir ici. Donc, ce fascicule-ci, il traite, donc, comme son nom l'indique, des droits et des obligations du salarié et de l'employeur, mais plus particulièrement, ce chapitre va vous indiquer les secteurs d'activité qui relèvent de la juridiction du fédéral, avec une discussion sur la détermination de la nature de l'entreprise, comme vous pouvez le voir ici avec la partie 1. On a aussi un traitement des champs d'application des lois qui sont relatives aux normes minimales du travail et aux droits de la personne en milieu de travail. Donc là, vous pouvez le voir avec la partie 3 et la partie 4 de ce fascicule-ci. Ensuite, voyons voir notre fascicule 29 auquel Maître Moreau a contribué. Donc, ce fascicule-ci a pour objet les règles de droit qui régissent la terminaison du lien d'emploi dans les entreprises de compétences législatives fédérales. Donc, le chapitre tient compte non seulement des ruptures pour des motifs économiques, mais aussi pour des motifs tenant aux salariés, comme vous pouvez le voir avec les deux parties, les deux parties primaires en fait du chapitre. Il se termine ensuite sur les remèdes et les motifs interdits de rupture. Donc, je profite de ma présence sur la plateforme en ligne et sur la version en ligne des jurys classeurs pour vous montrer en fait comment est-ce que vous pouvez encore plus faciliter votre accès à l'information dans ces volumes-ci à l'aide de la version en ligne. Donc, on a déjà un découpage qui est très bien fait dans le livre avec la table des matières, les points clés, les index analytiques, etc. Mais maintenant, ce que vous pouvez faire aussi dans la version en ligne, vous pouvez lancer une recherche de mots-clés. Donc, par exemple, si on reprend la notion d'entrepreneur dépendant dont parlait Maître Moreau un peu plus tôt, eh bien, si par exemple, je voudrais aller chercher tout ce qui concerne cette notion-ci dans mon jury classeur, bien, alors je vais venir taper, donc je vais saisir entrepreneur. On va aller entrer nos mots-clés et puis je peux lancer la recherche et vous allez voir que la plateforme va me ressortir tous les passages de mon jury classeur qui vont contenir, qui vont mentionner cette notion-ci. Donc là, je peux retrouver la notion dans le fascicule 4, mais un peu plus loin dans le fascicule 8. Donc, je peux plus facilement en fait retrouver ce qui va être pertinent. Et de plus, si par exemple, je voudrais tout particulièrement retrouver cette notion-ci dans le fascicule 29, comme le mentionnait Maître Moreau dans le cadre de la terminaison, dans le cadre de la rupture en fait du lien d'emploi, eh bien, je peux venir sélectionner ce fascicule-ci et lancer ma recherche de mots-clés uniquement dans les documents du fascicule pour donc faciliter l'accès à l'information. Donc, ça conclut ma partie de la démonstration d'aujourd'hui sur les jurys classeurs. Je laisse donc la place aux questions et je vous remercie de votre attention. Oui, donc
On a une question relativement à des questions des compétences. Donc, ça touche à savoir si on détermine qu'une entreprise a des compétences fédérales, est-ce que la législation va s'appliquer à l'ensemble de l'entreprise ou est-ce qu'elle va s'appliquer simplement aux personnes qui opèrent ou qui exercent des activités propres à la compétence? Donc, par exemple, dans une entreprise de transport maritime, est-ce que ça va être les personnes qui travaillent directement dans le transport qui vont être touchés par la compétence fédérale ou est-ce que ça va être l'ensemble des employés, notamment, par exemple, les employés au soutien informatique? En principe, c'est l'ensemble de l'entreprise qui reçoit la qualification. L'exception ou pas, l'atténuement à ça, et le mot à retenir, c'est divisibilité. Si la partie fédérale peut être divisée du restant, à ce moment-là, ce n'est pas tout l'ensemble qui va être qualifié de fédéral, ça va être la partie divisée qui va être. Donc, c'est le concept de divisibilité. Puis, l'auditeur aurait intérêt à consulter la décision à laquelle j'ai référé de Léo Beauregard de la Cour d'appel du Québec en l'an 2000, qui, dans les autorités qui figurent après la première capsule de compétences. Parce que dans Léo Beauregard, c'était une question il y avait plusieurs aspects aux opérations de Léo Beauregard. On a divisé une partie de l'entreprise pour qualifier la partie divisée de fédérale. C'est là qu'on a regardé la régularité du transport extra-provincial. Et c'est là où la Cour d'appel a renversé la Cour supérieure pour dire que c'était la régularité et la constance et pas le pourcentage qui était important. Donc, divisibilité, mais autrement, si l'entreprise est qualifiée de fédérale, c'est l'ensemble qui est emporté. Merci, Maître Moreau. Donc, ça conclut la question. Moi, avant qu'Isabelle reprenne, je veux remercier Ranishta. Je veux aussi remercier Thomas pour un travail de fond assez extraordinaire pour en arriver à cette présentation. Isabelle avait laissé entendre qu'il y avait trop de matériel, mais c'était aussi compliqué de couper le matériel que de le confectionner. Donc, effectivement. Bien, merci d'apporter le sujet. Nous avons justement une question à ce propos. Donc, tel que mentionné en début de webinaire, comme il y avait plusieurs contenus, on a fait des choix pour la présentation d'aujourd'hui. On va tenter d'y répondre dans le prochain webinaire de la semaine prochaine. Et qui sait, peut-être nous aurons un autre webinaire qui s'ajoutera à cette série. Donc, pour l'instant, merci beaucoup et nous attendons votre participation la semaine prochaine à la même heure, le 23 novembre. Bonne fin de journée. merci. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.